Donc, super. Donc, comptoir NFT numéro 16, après un épisode spécial hier avec Agoria. Donc, comptoir numéro 16, en ce mercredi 19 octobre. On est ravis de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Et donc, aujourd'hui, en fait, on a un invité de marque qui est le collectif Between Lines et qui est donc Between Lines qui est en train de lancer son drop. Et donc, on est ravis de les accueillir sur notre comptoir NFT pour qu'ils nous parlent un petit peu de leur projet et qu'ils nous lancent et qu'on puisse commenter ce lancement. Et on est ravis d'être là. Merci Nico pour l'invite. Eh ben, super. Eh ben, parfait, Alex. On t'entend très bien. Super. Et donc, on démarre avec Normandie et on vous fait monter juste après. À tout de Super. suite. À tout de suite. À toutes. Bon, Alors, donc, peut-être pour démarrer, Normandie, déjà, donc, un marché compliqué. Alors ouais, effectivement, on a eu une semaine un petit peu rocambolesque, on va dire, sur les marchés de manière générale, notamment en commençant par les marchés actions. On sait vraiment pas où ça va. Depuis la semaine dernière, ça fait du up and down, up and down. On a des journées en intraday où ça fait du moins 3, moins 4%, puis tout d'un coup, ça repasse à du plus 2%. Donc c'est assez impressionnant. On n'a vraiment pas de direction claire. Mais tu me diras, pour nous, côté crypto, finalement, ça a été assez stable. Tu as eu un petit regain en début de semaine parce que les actions allaient un petit peu mieux. Donc, on a vu l'Ether repasser au-dessus des 1300. Je crois qu'on a tapé peut-être 1330. Enfin, tu vois les mecs classiques qui traitent à fond la crypto, qui te font des zooms sur les candles, mais genre c'est du fois, je crois qu'ils vont à la loupe, quoi. Enfin, c'est au microscope, je sais pas, mais c'est qu'à chaque fois, moi, ça me fait peur parce que je vois certains de leurs tweets, je vois des énormes candles green ou red, et je me dis, ah, ça y est, ça commence. Et je vais voir de mon côté, et en fait, je m'aperçois qu'il se passe absolument rien, quoi. On oscille autour des 1300 sur les terres, et puis, je crois 1900, pardon, 19 000, 19 500 sur le Bitcoin. Donc, vraiment pas beaucoup de volatilité sur les cryptos. Après, on va voir s'il y a un moment ça change, mais pour le moment, c'est assez flat, quoi. Et du coup, c'est plutôt pas mal pour les NFT parce que bah évidemment, comme il se passe pas grand-chose en crypto, bah les gens regardent ça d'un œil plus attentif. Et bah c'est vrai que même si les volumes ont pas été incroyables en fin de semaine dernière et puis ce week-end, on a tapé la barre des 8 millions là Ouais. dimanche là sur OpenSea, ce qui est quand même pas dingue parce que c'est je crois Point bas. le chiffre le plus bas de l'année. Ouais. Mais tu vois, avec les news Azuki, on en parlera un petit peu après. Ça a bien remis. On a remis une pièce dans la machine lundi. Hier, c'était pas incroyable. De nouveau aujourd'hui, il y a des volumes. Enfin, tu vois, moi, Non. j'ai mon red guy qui est en train de pumper là. Donc franchement, c'est bien quoi. Il se passe plein de choses quoi. Il y a quand même des bonnes nouvelles. Ouais. Alors, Exactement. sur le marché écosystème, on a vu, il y a eu le lancement de Aptos aussi, je ne sais pas si tu as suivi. Tout le monde Ouais, en a alors j'ai parlé. suivi de loin. Moi, je suis pas involved, mais t'avais un free airdrop, si j'ai bien compris, non? Où Et un tu faisais de airdrop, l'argent donc c'est blockchain layer 1 qui voulait être un petit peu un Solana killer. En tout cas, ça s'est vachement excité, hein, Ouais, et ça a été très shorté, ouais. compliqué. Je veux froisser personne, mais de ce que j'ai compris, il y avait quand même pas mal de red flags sur la façon dont Ouais, c'était sûr. fait, dont la chaîne est gérée, etc. Donc ça sentait un peu plus Gros- l'événement intéressant si tu voulais traiter de manière spéculative, mais je suis pas sûr que Exactement. ce soit la layer one du futur, Exactement. quoi. Avec des gros problèmes de tokenomics. Enfin, de toute façon, en vrai, en ce moment, lancer un L1, c'est compliqué. Et bon, bonne nouvelle, on a du MetaMask qui permet en fait d'alimenter son compte directement à partir d'un compte bancaire aux US. Donc ça c'est quand même sympa. Autre nouvelle que j'ai notée, moi c'était, donc on en parle un petit peu, c'est sur le Apecoin, donc notre token favori. Il y a une proposition donc de Bug Bounty pour essayer pour vérifier si tout est bon sur le staking, mais qui retarderait le staking de 2 à 4 semaines. Donc, face à l'absence de nouvelles de Yuga Labs et ce genre d'infos, on se demande si on risque pas, et aussi en fait la SEC dont on parlait la semaine dernière, on se demande si on risque pas d'avoir encore un petit peu de retard sur ce staking.
Ouais, ça sent un peu l'embrouille. J'avoue que là, je suis un peu moins confiant sur la timeline parce qu'ils nous avaient donné le 31 octobre. Le Halloween. Exactement, ça paraissait un peu too good to be true. Enfin, à l'époque, on sait ce qu'ils avaient dit, ça se fera avant fin octobre, c'est ça? Donc à l'époque, je m'étais déjà dit, ah, tiens, ils prennent le dernier jour pour être sûr de meet the deadline. Et puis là, bah, clairement, ça a l'air. On n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, mais c'est vrai que ça sent pas le lancement imminent, quoi. Après, bon, le token s'est déjà un peu fait dérouiller sur le marché, donc je sais pas si ça va dégueuler encore si jamais on a un décalage supplémentaire ou si les gens vont tout simplement juste tenir leur position puis attendre vraiment que ce staking se mette en place. Donc à suivre, mais bon, ça fait un petit peu peur, surtout suite à la dernière fois, au lancement repoussé, enfin la présentation repoussée avec une des personnes qui était malade dans le prestataire technique. Enfin bon, mais bon. Et Ah donc oui, c'est après vrai. Mais donc ça fait beaucoup. Après donc peut-être aussi autre sujet récurrent, c'est les royalties dont on parle à chaque fois. Donc Magic Eden, qui a rendu la plateforme dominante sur Solana, qui a rendu les NFT, les royalties optionnelles. ouais, alors personnellement, je trouve que ça commence à être un petit peu fatigant le débat royalties. Je suis pas sûr vraiment d'adhérer au move de Magic Eden. J'ai un peu l'impression que ce qui se passe en ce moment, c'est que OpenSea garde le modèle initial, qui était d'avoir des royalties pour les créateurs, tout simplement. Et même si c'est pas enforceable on-chain, respecte on va dire, cet agrément tacite. Et de l'autre côté, en fait, toutes les marketplaces qui essayent de prendre des parts de marché, ben, en fait, défoncent les royalties, tout simplement. Ouais, Donc tout à voilà, fait. bon, ils disent on le rend optionnel, mais je crois qu'il y a un tweet là qui vient d'être passé par le Punk. Alors je sais plus quel est le numéro du Punk, mais tu sais qu'il fait les stats pour qui bosse chez Moonbird maintenant. Et il disait que je crois au niveau des royalties, en gros 95% des transactions qui sont faites avec royalties sont faites sur OpenSea. Donc sur toutes les autres plateformes, Ouais. a priori, il y en a très peu qui sont faites avec des royalties, parce que les gens, en fait, sont tout simplement là pour faire de la spéculation et en fait sont plus des traders que des collectionneurs, et donc ils usent les royalties dès qu'ils peuvent. Donc après, il y a des débats sur est-ce qu'on devrait vraiment avoir des royalties ou pas. Enfin, moi Les personnellement, alors je suis pas débats, un OG. tout à fait, des débats qui n'en finissent pas. Et mais même Beeple qui est intervenu cette semaine en disant que lui, il imaginait que les royalties devaient, les fees devaient être plutôt à la charge de. Mais après, tout à fait, sur ce que tu dis, c'est OpenSea et des plateformes qui n'ont pas les mêmes enjeux, qui veulent se faire une place avec avec zéro royalty moins haute. Ouais, Nico, je sais pas si c'est moi qui t'entends mal, mais j'ai l'impression que ça coupe un petit peu de ton côté de temps en temps. Tu fais un petit peu le robot. J'espère que c'est juste moi qui t'entends comme ça. Mais sinon, ouais, pour revenir là sur les royalties avec Magic Eden, euh, ils ont fait deux choses. Il y a une chose où les royalties passent, je crois, du côté vendeur au côté bailleur. Ça, pourquoi pas. C'est vrai qu'effectivement, tu as plus de motivation à les surpayer quand tu veux rentrer dans une collection plutôt que de te faire arracher sur la royalties quand tu veux sortir. C'est un peu moins painful, on va dire. Après, la partie optionnelle, bah, clairement, en fait, ça dépend à quel public tu t'adresses, mais il y a beaucoup d'excuses pour dire oh non, mais les royalties, peut-être que justement, il faut que ce soit optionnel. De toute façon, le marché va tendre à ça, il va y avoir moins de royalties, etc. Fair enough, mais Ouais. bon, de dire ça va être comme ça, du coup, on le fait avant tout le monde, et puis d'essayer de pseudo-justifier, je trouve pas ça incroyable. Et bref, not very impressed. Et en fait, moi, ce que je retiens de ça, c'est que OpenSea, en fait, se démarque sans rien faire, tout D'accord. simplement, à respecter le modèle initial, qui était quand même, moi, je trouvais un modèle assez vertueux, où tu avais des créateurs, et notamment parce que, voilà, on peut dire qu'effectivement, il y a certains créateurs qui sont là pour juste, voilà, faire un billet rapide, mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont là pour le long game, et donc je trouve ça super utile. Ouais, ouais, Bref, tout à fait. voilà. Bah ouais. Bah,
Bah écoute, à suivre. Autre news hyper importante de ce week-end, parce que là on est vraiment des nouveaux cas de NFT, c'est qu'on a vu qu'il y a une maison qui a été vendue pour 175 000 dollars via un NFT. Donc là, le process complet, une maison aux États-Unis, 175 000 dollars, un NFT qu'on peut retrouver sur OpenSea. Donc bah, là-dessus, ce cas de l'immobilier qui est super intéressant, de ces tokens d'utilité, là, on est allé vraiment jusqu'au bout et c'est quand même sympa à voir. Ouais, alors, moi, ma première réaction, ça a été, punaise, 175 000 dollars, elle est où cette maison? Le marché immobilier, il s'est crashé ou quoi? Je me suis Parce dit que ça aussi. Je me suis dit ça aussi. ils sont pas partis sur le plus gros bien. Après, bon, je pense qu'il y a un effet marketing. Effectivement, ils veulent lancer ça. Je suis pas complètement convaincu que ça marchera à échelle pour le moment. Je pense qu'on est clairement pas encore là, mais c'est intéressant. Et puis, je pense il faudra faire revenir notre ami Gary Bien sûr. dans quelques semaines ou quelques mois pour nous parler de tout ça quand ce sera un peu plus mature, parce que Ouais. c'est vrai que c'est sûr qu'il y a des choses qui se passent. Après, 175 000 dollars, je me suis dit, waouh, c'est pas une maison, c'est vraiment un mini appartement. Enfin, je sais pas exactement. Et quand tu voyais la photo, ça avait l'air d'être une vraie maison, donc elle a pas l'air d'être très bien Ça a située. l'air d'être une vraie petite maison blanche. Mais, C'est c'est mais après, je pense que c'est pas pour une ce coup pépite, hein. d'essai, ah, après, c'est vrai que t'as pas envie de te faire, en tout cas, de te faire hacker ou de te faire piquer ton NFT quand c'est ta baraque. Donc, je pense que ça se comprend aussi qu'on y aille un petit peu petit à petit. Ok, super. Donc après, on a vu Beeple aussi qui crée un studio énorme et un studio dans la vraie vie, in real life. Donc ça, c'est sympa pour l'écosystème à suivre. Ouais, ça fait partie des grands artistes voilà, qui essaient de formaliser un peu les choses à la manière de l'art traditionnel. Il y a Feo Shoes qui fait ça un petit peu aussi avec son équipe autour de lui dans une moindre mesure. Et donc ils commencent tous un petit peu à avoir leur studio, mais Beeple est vraiment allé le niveau dessus. Bien sûr. Je sais pas ce qu'il va faire là-dedans, mais on a l'impression qu'il va produire beaucoup de choses en tout cas. Ça va être massif. Mais alors ça, c'est donc non, non, super nouvelle et d'ailleurs, enfin, on pourra faire le rapprochement parce que c'est aussi ce que font un petit peu Alex et Jacques avec Between Lines, avec une galerie, avec de la production de NFT physiques en 3D, donc une tendance à suivre. Ah, super. Euh, et voilà. Et donc après sur les NFT en tout cas, on a vu des nouvelles super intéressantes en particulier sur Azuki. Azuki, donc, qui se démarque quand même hein, avec le PBT, Physical Backed Token. Donc ça a l'air super intéressant. Des puces NFC qu'on peut retrouver dans des objets, dans des skateboards en or 24 carats ou dans les beans qu'ils avaient lancés. Donc franchement, j'ai trouvé ça assez marrant, alors qu'on les voyait vraiment se démarquer sur le design depuis le début avec leur style un peu manga. Et là, on les voit monter un peu plus sur de la techno. C'est quand même intéressant. Ouais, non, clairement. Alors après, c'est pas encore super clair comment ils vont implémenter ça, hein, si je me trompe. On a juste vu qu'il allait y avoir un lien entre NFT et physique. On sait pas exactement comment, dans quel contexte ça va être utilisé. Mais de l'autre côté, tu as effectivement le fameux Proof of Skate euh, avec ce magnifique skateboard en or. Alors, c'est clairement pas du mass market. C'est une communauté très spécifique, je pense, à qui il s'adresse ici. Mais en tout cas, ça a l'air de plaire aux holders de NFT parce que le floor a bien remonté. Les beans ont pumpé un petit peu. Ça s'est un peu calmé là aujourd'hui, si je me trompe pas. Mais Ouais. bon, il y a eu une belle remontée en tout cas du floor sur la collection et puis des rares Azuki qui sont partis autour des 150 Ethers. Ouais. Donc effectivement, ça a l'air de prendre un petit peu et c'est intéressant de les voir remonter clairement dans les top, je sais pas, c'est top quoi, c'est top 3 top 5 maintenant. Ouais, tout à fait, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Ouais, alors que quand même, quand la news a breaké sur Zagabond et le fait qu'il est soft rugué, on va dire, deux ou Ouais. trois projets avant de se lancer sur Azuki, bon, moi j'en donnais pas cher honnêtement parce que c'est vrai que dans la finance traditionnelle, une fois que tu t'es planté comme ça, enfin, en tout cas que la news est out, c'est très dur de remonter la pente, mais bon, côté NFT, tu peux remonter très rapidement. C'est comme la politique, t'es jamais mort. Exactement. Mais on l'a vu
là. En effet, j'ai vu que tu avais quoi? Il y a un ancien directeur de Celsius là, qui vient d'être nommé, je crois. Enfin, je sais pas si c'était une rumeur, Ah oui, mais chez JP Morgan, ouais. JP Alors je sais pas Morgan, si j'ai pas sur, vérifié si c'était vrai, mais quand j'ai vu ça, j'ai failli tomber de ma chaise, quoi. Enfin, sur du digital, des publics affaires et ouais, tout. alors, je Incroyable. sais pas si, À alors vérifier. faut vérifier la news, mais si c'est le cas, enfin, je sais pas comment il a passé le check, tu sais, parce que quand tu rejoins les banques, t'as toute une batterie de vérifications qui sont faites au niveau des boîtes, etc. Bon, après, bon, ça se trouve, c'était peut-être quelqu'un de très compétent et qui n'était pas involved dans les malversations chez Celsius, qui sont d'ailleurs pas encore avérées, parce que je crois que ouais, personne n'a encore été condamné. Mais clairement, il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas très correctes. Donc, ça se trouve, il a juste fait partie des collateral damage. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir ce pivot. On lui souhaite bonne chance et à JP Morgan aussi. Complètement. Et voilà, et après, bon, bah, sinon sur les news, en tout cas des belles news, j'enchaîne parce que c'est un peu dans la foulée d'Azuki, DJ Daigaku, avec une collection qui continue à performer. Tu m'as envoyé tout à l'heure, je crois, une vente à 200 Ethers quand même. Ouais, alors je sais pas trop d'où ça sort cette vente à 200 Ethers. C'est un peu louche, mais bon. Ouais. Il y a deux wallets anonymes qui ont fait un trade de 200 Ethers. Apparemment, il y a un bid qui est sorti de nulle part, je sais plus, à 120. Et puis tout d'un coup, il y a un mec qui a surbidé à 125. Et puis bam, le truc est parti à 200. Donc je sais pas trop quoi en penser. On va voir. Peut-être qu'on aura un petit peu plus de contexte. Si c'est pas juste du vent, en tout cas, c'est assez impressionnant, quoi, parce que Ah, c'est je, des. il semblait pas qu'en plus il y avait vraiment cette spécification de rareté qui était importante chez Digidaigaku. Non. Visiblement, peut-être que ça va changer les choses. Donc je sais pas si c'est quelqu'un qui tire les ficelles derrière pour essayer justement de générer un peu d'intérêt sur les raretés sur cette collection-là. Si c'est pas eux-mêmes, hein, avec leur trésor de guerre de 200 Ouais, alors millions ils ont d'euros, tweeté là-dessus. J'ai ils ont vu des démenti. choses où Très bien. ouais, un démenti en disant qu'ils avaient absolument pas le droit de toucher les NFT. Bon, après, Ouais. tu peux ne pas avoir le droit de le faire quand même, mais effectivement, ça va être intéressant de voir, parce que je pense que les gens vont creuser, de voir quel est le contexte derrière et si ça suit. Mais de toute façon, même sans ce trade-là, honnêtement, Ouais. ça se passe super bien pour Non, eux, c'est non, bien sûr. impressionnant. Bien sûr, bah, on en parle à chaque émission. Il y a beaucoup de news. Il se passe des choses, c'est sûr. Et en plus, les airdrops performent, hein, si je me trompe pas. Donc, enfin, je suis pas allé les voir récemment, mais Il y a je une pense que création, Nico, aujourd'hui, il y a une création de valeur sur chaque airdrop après. Tout à fait. tu dois te mordre les doigts de pas y être allé là, parce que je sais que tu regardais attentivement. Donc, Un petit peu. dans J'ai jamais dans le vu ça. contexte actuel, c'est jamais évident d'aller sur des choses comme ça quand déjà tu as eu un peu d'appréciation, mais visiblement c'est celui qui surperforme le reste du marché. Ouais, ouais, ouais. Bah, écoute, je vais continuer à surveiller. Surveille. Et voilà, et donc, et après, bon, un peu pour finir peut-être sur les NFT, bah, Chromie Squiggle, donc un sweep de la DAO qui en a acheté quelques-uns, hein, peut-être une 14, ouais, quinzaine, je crois. Ouais, 14. 14. Ils en ont racheté derrière, je crois, un ou deux pour le fun, mais effectivement, un gros sweep, 250K en tout qui a été de dollars qui a été mis là-dedans et ils sont presque à la barre des 300 et je crois que leur objectif c'est d'en avoir 1000. Alors je sais pas à quelle échéance, mais voilà, Ouais, on leur souhaite non, bonne chance parce que c'est pas une mince affaire, mais en tout cas, voilà, beau sweep de leur part et ça a fait pumper les Squiggle à 12,5 de floor et ça a l'air de pour l'instant, on a l'impression qu'ils ont l'air de le maintenir, donc c'est intéressant de voir ça aussi. ouais, super. Donc voilà pour le marché. Et donc maintenant, bah, je pense qu'on peut passer donc à Between Lines, qu'on est ravi de recevoir. Absolument. Super. Et on est ravis d'être ici. Alors, Merci à vous pour Alex, l'invite. Jacques, vous êtes là? Alors, je pense que Jacques est auditeur, il doit lever la main, je pense, pour intervenir. Est-ce que ça marche, Jacques, de ton côté? Alors, est-ce que je vois Jack? Ah, je mets. Super. Nico, tu nous entends? Ouais. Ouais, je vous entends. Yes. Hello à tous. Ravi d'être là. Super, salut Jacques. Alex, tu nous entends? Salut, moi je vous entends très bien. Et je crois qu'on a Jack, Et, donc on a la et Dream je Team. vois qu'on a Jacques. Ouais, impeccable. Ouais. Ah ben super. Et je sais pas si Alex. Je suis là, est-ce parle. que vous m'entendez toujours? Moi, je t'entends, Alex, mais j'ai l'impression que J'ai Nico l'impression que ne Nico m'entend t'entend pas, pas. ouais. Ah oui, moi Ouais. j'entends pas Alex. J'entends que. Ah, c'est la magie du Oh my podcast. God.
Alors comment est-ce qu'on fait? Est-ce que Alex, tu veux essayer de ressortir et de rentrer, voir si ça fonctionne? Ça se tente. Allez, à tout de Allez, à tout de suite. suite. Est-ce que Nico, tu veux peut-être présenter le projet dans les grandes lignes en attendant qu'Alex fasse sa petite manipulation? Bien sûr, avec plaisir. Hop là. Donc, Between Lines, attends, parce que je vais essayer quand même de... Sinon, si tu veux, je peux jump in et vous expliquer le Super. concept. Eh ben, je pense, oui, merci Jacques, et je pense qu'on est bon, Alex. Et si vous Alors, m'entendez, on est top. impeccable. C'est Ah bon, yes, c'est bon, parfait. super. We made Merci it, les gars. merci à vous. Magnifique. Go back. On était sur deux blockchains différentes apparemment. Nous, on est Exactement. Tezos. Mm. Ah, d'accord. J'allais dire c'était peut-être Cardano parce qu'on l'a pas dit, mais Cardano est en train de pumper en ce moment. Ben voilà. Alors, Eh ben, Between mesdames et Lines, messieurs, on est ravis de vous recevoir. Une analyse. Donc, un projet super intéressant de qui est super Alors, Ouais, je pense Nico, qu'on t'entend comme. Nico, je pense que tu es en train de te faire rugger parce qu'on t'entend comme un robot là. Ah bon, écoute. Allô, ouais, vous m'entendez? Ah, c'est ouais, mieux là. beaucoup mieux là. Ah bah parfait. En tout cas, j'étais en train de dire que le projet était super intéressant et peut-être que je vais laisser donc Alex et Jacques nous présenter le studio et le projet. Ben carrément, ben avec grand plaisir. Alors, eh bien nous, Ouais. c'est Alex et Jacques, Jacques et Alex. Alors, on est fondateurs de Lézard et Lézard House pour les, pour les amis. Alors, c'est un studio créatif Web3, donc qui a une petite histoire, voilà, créé en 2018 et qui a pris naturellement le virage du Web3 avec justement l'avènement de tous les nouveaux médiums, d'expériences artistiques, AR, VR, expérience métaverse. Donc, c'est là-dedans qu'on est spécialisé. On a créé un collectif Tech Art. Justement, on est quatre, justement pour explorer vraiment comment la technologie peut vraiment aider à vraiment transcender, la création artistique, et le processus créatif, et deux, les expériences qu'on peut en faire. Donc on dissocie vraiment les œuvres de l'expérience qu'on en fait dans le temps. Donc ça, c'est super important dans notre vision, et naturellement, donc on travaille sur des productions en propre, et on accompagne aussi des artistes justement dans la définition de leur stratégie, parce que c'est des nouvelles problématiques que les artistes ont. Comment proposer des expériences sur la durée à partir de leur création. Donc nous, on prend la partie aussi tech et évolutivité, stratégie, blockchain. On a une plateforme aussi, voilà, on a lancé la plateforme Artos. Et donc là, la galerie, le lieu physique qui fait le lien, justement, vraiment la pierre angulaire de là où on veut être, c'est-à-dire sur créer du sens avec les NFT en réconciliant les expériences digitales et physiques. Pas que les expériences, mais les artworks en eux-mêmes. Et Between Lines, du coup, c'est le meilleur exemple. C'est pour ça qu'on a vraiment pris notre temps pour le lancer. C'est un projet qui a 3 ans. Je pense que Jacques, qui a conduit les travaux, sera ravi voilà, de dresser un peu l'historique du process. Mais Super, super. Donc Alex, vraiment, donc le studio Lézard House, donc le studio ouais, créatif, donc le projet en propre du moment que vous en yes, faites, donc Between Lines. exactement. Ben, Jacques, si tu veux en dire un petit mot. Oui, alors Between Lines, comme ça parlait un peu crypto avant, donc Between Lines, au tout début, c'est un projet qui est né il y a pas loin de 4 ans maintenant, 3 ans et demi. Au tout début, c'était avant même le vrai avènement des NFT. Au tout début, l'idée c'était de fractionner l'ownership d'une œuvre d'art. Euh, et, et de fil en aiguille, le projet Between Lines, qui est en fait une sculpture mouvante, a pris forme et, en prenant forme, a rassemblé un écosystème de collaborateurs. Et du coup, cet écosystème de collaborateurs, quand il y a eu l'avènement des NFT,
petit à petit le modèle de cette œuvre d'art évolutive. En fait, qui dit Mhm. sculpture évolutive dit mouvement qui implique du coup le temps. Et du coup, l'idée principale, c'était de fractionner le temps de manière à laisser les acquéreurs posséder une expression d'un concept. Donc il faut imaginer, pour ceux qui n'ont pas en tête à quoi ressemble l'œuvre d'art, c'est la projection d'une danse par des vases. Donc en fait, si vous voulez, l'œuvre d'art est décomposée en fractions de temps. Donc à raison de 25 images par seconde, la danse génère des paires de sculptures qui sont en fait la révolution des courbes de la danseuse dans l'espace. Et du coup, ça part de la réflexion que à tout concept, il y a une infinité de réponses possibles. Et la plupart du temps, on finit par choisir dans un processus créatif un résultat. Donc il y a un processus itératif, on itère, on essaie de trouver les défauts, de faire mieux, et au fur et à mesure des processus d'itération, on sort et on release un résultat. Là, l'idée, c'était de dire, bah non, grâce à la technologie, on peut automatiser et générer cette sculpture mouvante qui vient présenter en fait à la communauté des milliers de résultats. Je trouve Et ça du coup, super intéressant, Jacques. J'ai mis, donc on mettra aussi sur Twitter des visuels. Je pense que c'est hyper important Ouais, aussi c'est une œuvre oui, très que tout à fait. visuelle, nos ouais, bien sûr. auditeurs puissent se rendre sur votre site pour vraiment voir cette expérience, la danseuse. Donc ça, c'est essentiel. Et je le recommande parce que c'est vraiment super riche. Mais par rapport à ce que tu dis, Jacques, moi je trouve ça super intéressant parce que c'est cette notion de temps que tu exprimes. Et par rapport à la fractionnalisation du NFT, du projet. Et ça, en fait, ça me fait penser, moi, un petit peu, tu vois, à Obvious qu'on avait interrogé avec Normandie, qu'on avait interviewé. Et Obvious, tu vois, qui était aussi dans un choix sur des œuvres générées par l'intelligence artificielle. Tu vois, il y avait plein d'œuvres générées. Et derrière, ben, il fallait faire aussi cette sélection. Et il y avait donc cette dimension, choix et plein d'œuvres différentes, un peu comme vous les avez dans le Oui. temps. Alors, ce qui est important de Et, mentionner, justement, sur l'aspect génératif de cette œuvre, c'est que c'est pas une génération random, c'est vraiment déterministe. Et c'est là aussi l'intérêt du mix un peu Mhm. des disciplines artistiques qui ont été, qui ont été utilisées. C'est que la danseuse, du coup, la danse a été écrite telle que chacune des positions de la danse, des 111 secondes de danse, soit unique et donc matérialisable via de l'impression 3D. Parce que c'est justement là le lien qu'on voulait faire entre le digital et le physique. Et donc Bien sûr. justement, Jacques, je pense, pourra dire un peu l'historique, comment on est arrivé sur l'impression 3D en collaborant avec des experts. Alors ça tout à fait, merci Alex, tu as raison, et ça c'est génial parce que c'est quelque chose qui est d'unique dans votre projet, on en parlait dans le podcast par rapport à ce que d'autres artistes, des people essayent de faire, mais en effet, aller sur la 3D comme ça, c'est vraiment hyper intéressant. ouais, donc pour revenir rapidement, parce que philosophiquement, on trouve ça quand même très intéressant, et c'est vraiment ce qui nous motive aussi, c'est de se dire que finalement, en tant que collectionneur ou en tant qu'amateur d'art, on a son propre point de vue. Tout le monde est différent et tout le monde va avoir une sensibilité particulière. Et finalement, certes, c'est à l'artiste de faire des propositions de valeur, des propositions artistiques. Mais l'artiste, parfois, se pose certaines questions, en tout cas les créateurs se posent certaines questions. Alors, je ne vais pas dire il y a deux types d'art, mais il y a des créateurs qui vont créer librement et une peinture, par exemple, et éventuellement la communauté l'aime et suit cet artiste et suit ses collections au fil du temps. Et il y a d'autres types de créations qui finalement, on n'a pas envie de choisir. On n'a pas envie de choisir parce qu'il n'y a pas de meilleurs résultats, il y a des résultats différents. Mhm. Et les personnes vont être sensibles pour leurs propres raisons à tel ou tel résultat. Et donc du coup, dans ce projet-là, il y avait vraiment Mhm. l'envie de laisser
le collectionneur s'intégrer dans presque le processus créatif de l'œuvre et vraiment créer cette communauté qui puisse mettre un pied dans le processus créatif et choisir non seulement la forme, mais choisir à terme la matière dans laquelle elle désirera l'imprimer. Et du coup, l'idée, c'est de répondre à différents besoins par l'art. Et donc, de passer un peu la barrière de on fait de l'art et l'artiste ne pense pas à la personne qui va consommer l'art. Là, on voulait absolument que le consommateur fasse un choix, fasse même une série de choix. Et du coup, pour passer rapidement sur l'impression 3D, l'impression 3D est venue dans le projet parce que c'est la seule méthode pour fabriquer avec un prix fixe une série d'œuvres uniques. Donc il y a plusieurs, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec les procédés de fabrication, pour fabriquer un vase ou une sculpture qui ressemble à un vase, on peut le mouler, on peut le tourner autour, on peut l'assembler avec différentes parties qui seront, mettons, découpées en série. Et en fait, pour créer une œuvre unique et quand même avoir un prix qui est abordable, c'est-à-dire ne pas avoir des pièces qui sortent à plusieurs milliers d'euros, l'impression 3D était la solution ultime. En plus, elle est moderne et intéressante. Exactement. En plus de ça, c'est une technologie qui a un impact dans le monde de la médecine, dans le monde du BTP, dans le monde du design, donc cross-industrie. Et c'est une technologie qui a un impact positif. Pourquoi ? Parce que, pour deux grandes raisons. Parce qu'il y a une économie de matière. Toute la matière qui sort de la buse est utilisée, il n'y a pas de gâchis. Et quand bien même il y aurait du gâchis, ça peut être remis directement dans la machine, en filament ou en pellet, et directement réutilisé. Et pour une autre raison, parce qu'il est possible d'imprimer avec des matières recyclées. Donc il suffit de broyer de la matière, d'avoir un liant, et hop, tout ce qui sort de la buse devient ensuite rigide et imprimable. Et du coup, l'idée derrière ce projet, une autre idée, parce qu'il y a quand même plusieurs idées, on va essayer d'en aborder quelques-unes, une autre idée, c'est de dire une œuvre d'art, finalement, peut aussi avoir, peut ne pas seulement avoir pour but d'être une recherche esthétique, mais peut avoir pour but une recherche d'innovation et de pousser une technologie qui a un sens, de la pousser plus loin. Donc de rassembler une communauté qui va finalement financer l'évolution d'une technologie dans laquelle les créateurs ont confiance pour l'avenir. Voilà, Et juste, moi, je voulais être sûr que je comprenne bien en fait le NFT que vous allez sortir, donc il va permettre à chaque détenteur de NFT en fait de créer une impression 3D, mais qui sera liée à l'image physique Exactement. Du NFT ou ce sera quelque chose de différent? Exactement, on utilise le NFT vraiment comme un médium, donc c'est une très bonne question parce que c'est en répondant à celle-là qu'on va dire comment le NFT nous est apparu comme une solution, au-delà même d'une manière d'échanger voilà, une valeur numérique. C'est vraiment, ça permet d'acquérir donc sous forme donc les frames, les différentes frames de l'œuvre, voilà, sont mintables. Donc concrètement, un acquéreur prend son NFT, il obtient sa frame, il en est le possesseur. Donc on utilise les NFT comme vecteur d'injection d'IP. On a volontairement donc cédé les droits les plus larges possibles sur l'œuvre, notamment donc, outre le droit de diffusion, le droit de reproduction. Et c'est là où ça devient intéressant parce que le droit de reproduction, il est à la fois bien sûr digital, mais il est également physique. Et c'est donc ce droit qui génère l'utilité majeure du NFT, c'est de se dire qu'en acquérant le NFT, l'acquéreur en est propriétaire et donc il a accès à notre réseau d'imprimeurs 3D. Donc c'est pour sortir les 3 premières matières d'impression possibles. Donc c'est de la R&D qui a été faite pendant 3 ans en itération avec ces fournisseurs-là. On est capable d'en sortir en béton, en céramique, et donc comme disait Jacques en acrylique, donc partir de plastique recyclé, on veut le développer, et le projet promet 10 matières, et donc l'idée c'est voilà, les collecteurs sont des investisseurs du projet,
plus de 50% de l'achat des NFT est réinvesti directement et en parallèle dans la R&D nécessaire pour développer les autres matières, pour Ouais. proposer l'expérience artistique la plus large possible. Et on voit comment le NFT, de manière collective, permet de fédérer une communauté et de faire financer par une communauté enthousiaste, outre, en plus de l'évolution de l'expérience et de l'œuvre, une avancée réelle, technologique, sur se dire, demain, c'est vrai que la 3D, l'impression 3D est utilisée dans beaucoup de secteurs, mais ça serait quand même pas mal que ça soit une ressource pour les artistes. Et donc ça se construit. Il y a très peu de carnets de commandes aujourd'hui pour les imprimeurs 3D. On a vu au fil du processus créatif ces dernières années que les imprimeurs 3D étaient ravis de bosser sur des projets artistiques, et il y en a d'autres. Donc là, on déblaye un peu les manières de faire des spécifications, de construire justement une imprégnabilité. On a respecté toutes les contraintes qu'ils nous ont données, et les robots arrivent à sortir quand même des choses assez sympas. Et Alors donc, moi j'ai ouais. vu Alex, j'ai vu un prototype, mais est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du prix à Bien sûr. partir duquel on pourrait faire une impression? Bien entendu. Alors, les prix sont transparents. Le projet est totalement transparent dans la roadmap. Donc, il y a d'abord l'expérience digitale qui va durer un bon trimestre. Et fin Q1, on va lancer l'imprimabilité pour le grand public, donc pour les collecteurs. Et les prix seront totalement transparents. Typiquement, celle que tu as vue, Nico, c'était au Meetup Pirates Labs. Donc, c'était un pur prototype, 1 mètre, béton. Ça c'est une paire, coût sorti d'usine, coût de producteur, ça sort à 1 000 euros. Ah ouais. Donc, Et un mètre, ouais. c'est vrai que déjà, C'est c'est un déjà objet grand, qui est ouais. imposant. Mais le modèle béton, en fait, on veut qu'il y en ait pour tous les goûts et les couleurs. Comme disait très bien Jacques, il faut que ça soit à la main du collectionneur, de dire qu'est-ce qu'il préfère, donc en termes de format et en termes de spécimens, ce qu'on appelle les spécimens. Donc, c'est donc les matières d'impression et les designs associés. Il y aura des options d'impression avec des motifs sinusoïdaux, donc il y a pas mal de features. Et les grandes monumentales, c'est vrai que le béton, c'est un peu le spécimen entre guillemets star du projet, parce que c'est le premier, et on fait des sculptures assez monumentales, 1,70 m, donc, qui sont exposées à Les House à Barcelone. Et il y a un exemplaire qui va arriver très vite chez Pirates. Si tu repasses, Nico, tu le verras. Et donc ça sera 2000 euros, l'équivalent de 2000 euros, pour donner un ordre d'idée, hein, la paire. Et donc du coup, on aura là, alors pour répondre à ta question, à la question précédente, l'utilité, l'achat d'un NFT, non seulement confère l'IP intégral sur les différents droits, et le droit d'imprimer, donc justement à ce coût producteur, donc qui devient super intéressant parce qu'on dissocie du coup l'œuvre, on casse un peu la barrière d'entrée pour acquérir une œuvre d'art physique en disant regardez, l'unicité elle est portée par l'œuvre elle-même. L'œuvre c'est l'œuvre de l'esprit, hein, c'est donc à la rigueur ce serait plutôt même l'œuvre digitale, la frame, celle sur laquelle on associe les droits. Et la matérialisation n'en est qu'une des utilisations possibles, et donc une des expériences possibles. On parle ni d'art digital, ni d'art physique. On parle d'art et d'expérience digitale et ou physique. Et donc c'est ce choix qu'on laisse aux collectionneurs, qui pourront en imprimer leur frame à l'infini, enfin autant qu'ils veulent, soit par notre réseau, soit dans des matières beaucoup plus communes à l'imprimeur 3D du coin de la rue, quoi. C'est ça. Pour revenir un petit peu très rapidement sur les prix, le prix du NFT, là, dans le premier launch, pour ceux qui sont sur la waitlist, c'est l'équivalent de 222 Tezos, donc un tout petit peu plus de 300 euros. Très bien. Et donc, nous, on sépare, et ça c'est fondamental, on sépare l'expérience digitale et l'expérience physique. Mais pour autant, on se focus pour que l'expérience digitale et l'expérience physique aillent la plus loin possible. Donc aujourd'hui, l'expérience digitale, c'est ce qui est offert à l'acquéreur du NFT. Ça va être l'intégration de son GLB, donc de son modèle 3D, dans n'importe quel métaverse. Très bien. Ça va être des airdrops de nouvelles couleurs, donc il aura la même forme,
mais il va avoir des nouvelles couleurs, des couleurs qui sont peut-être des couleurs imprimables, comme des couleurs non imprimables, Ouais. qui seront juste pour le métaverse. Donc, il a bien évidemment, donc, comme le disait Alex, les droits de reproduction, les droits de présentation, etc. Et ensuite, pour les acquéreurs qui décident de le faire fabriquer, donc d'avoir leur sculpture chez eux, Oui. on va proposer au fil du temps différents spécimens. Et il faut savoir que, donc Alex le disait, c'est prix sorti d'usine. Il faut savoir que c'est pas n'importe quelle impression 3D. On parle d'impression 3D. Il y a une poignée d'acteurs dans le monde qui sont capables de fabriquer ce type d'impression. Et donc là, on a affaire vraiment à des objets qui sont uniques, pas seulement par la forme, mais par le fait que c'est introuvable sur le marché. Personne ne fabrique ce genre d'objets, notamment par exemple les bétons en 1,70 m de haut, impression 3D en béton. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs sur le marché et la finition qu'on propose, c'est un objet, il faut les voir en vrai pour y croire, quoi. Ouais. On travaille avec des doreurs, Gohart notamment, qui a fait l'obélisque à Paris, des choses comme ça. Donc ça, c'est des options en plus pour il y a toute cette notion d'angle entrant, d'angle sortant, lu par des algorithmes de data visualisation, les mêmes qui nous ont permis de déterminer que chaque frame, les 2775 frames de l'œuvre sont chacune imprimables et respectent les lois physiques qui permettent l'imprimabilité. Donc la partie vraiment R&D a pris du temps. Ouais. Notamment l'écriture de la danse qui a été un véritable casse-tête. avec, avec cette danseuse, oui, donc qui s'appelle Émilie Payette. Émilie. Voilà. Ouais. Et je crois que tu as minté une Émilie, Nicolas. Exactement. Quelle chance. Et j'en suis très heureux. Et alors, petite question aussi pour Jacques, qui nous parlait à l'instant des couleurs dans le métaverse. Moi, je les ai aperçues sur Spatial, dans des démos, ces NFT de couleurs, enfin, ces paires de couleurs, ils seront sous forme de NFT, en fait, sur la déclinaison des couleurs? Oui, c'est prévu, en fait, de airdropper aux possesseurs du NFT, des NFT qui ont la même forme, qui sont en fait le même modèle 3D, Ouais. mais dans des finitions comme similaires au premier airdrop qu'on a pu partager à la communauté, de manière à ce que, imaginons, en fait, on est dans une période où en fait le digital et le métaverse commencent à vraiment prendre son essor, et on voit de plus en plus d'applications utiles, et notamment, tu étais parmi nous dans l'événement Spatial qu'on avait fait avec Exclusable. Ouais. Eh bien, ce genre d'appartement sera de plus en plus utilisé pour des créateurs pour faire des expositions de leur travail. Et ce sont des médiums de communication. Et du coup, nous, on veut permettre donc aux acquéreurs de pouvoir remplir et décorer leur métaverse, donc leur penthouse, avec pas seulement le premier modèle 3D qui est blanc pour signifier en fait que c'est l'original, c'est le vierge blanc sur blanc, mais qui pourront aussi l'alimenter avec des œuvres beaucoup plus pop, beaucoup plus expérimentales, peut-être des collaborations avec des artistes, et du coup, ils pourront mettre pas seulement une seule sculpture dans leur métaverse, mais toute une série d'expérimentations. Et donc, super sympa. Pour compléter, je jump in parce que justement, juste pour compléter très rapidement ce que disait Jacques sur justement les collaborations qui vont venir, on a déjà des contacts avec des artistes justement pour proposer des réinterprétations de Between Lines, donc ça va venir pendant la roadmap. L'adaptation sera également possible par les acquéreurs eux-mêmes, de par le fait que dans la session des droits, les droits d'adaptation sont totalement accordés. Ah oui, d'accord. Et donc, du Ça coup, veut dire qu'en fait, je peux prendre mon NFT et en sortir une version 3D différente, en fait. Alors, tout à fait, mais dans une certaine limite. Donc, on a été le plus large possible dans la session, même au niveau de l'octroi, enfin, en tout cas de la non-restriction
de la non-restriction sur l'usage commercial possible de l'œuvre, typiquement, qui est conditionné la licence, en fait. Elle est consultable sur Arthos, hein, c'est 15 pages validées, faites avec des avocats. Elle spécifie vraiment tous les usages, dont celui, par exemple, elle dure aussi longtemps que on détient le NFT. Donc tu peux revendre tes exemplaires physiques, par exemple, si tu veux, voilà, en faire ta marque, etc. Et sur l'adaptation, la seule limite qu'on met, c'est celle du respect des shapes. Il ne faut pas D'accord. faut pas modifier pour pas qu'elles empiètent sur un autre modèle, donc qui ne leur appartient pas, et même qu'elles dénaturent éventuellement l'œuvre. Mais en revanche, on peut imaginer le use case tout à fait possible d'un producteur ou d'un designer qui veut en faire un meuble inspiré de la forme et faire une extension, j'en sais rien, ou même un design par-dessus. Donc ça, c'est un droit qu'on concède avec grand plaisir. Super intéressant et c'est très bien sur l'IP. Je vois que vous êtes allé très loin. Et après, en vrai, moi, je trouve que déjà le 4 3D, en fait, au lieu au-delà avant d'arriver sur le print, en fait, physique, je pense que le 4 3D est déjà super intéressant parce on a vu beaucoup de choses avec des Uncyber, des galeries virtuelles sur lesquelles on pouvait afficher des NFT, mais on est sur de la 2D et là vous proposez quelque chose tout de suite là qui est en 3D et qui est sympa quand même. Notamment pour spatial aussi. Oui, nous en fait ça c'était un des grands positionnements de la plateforme Arthos qu'on est en train de lancer. C'est aujourd'hui donc nous il y a deux dans notre vision il y a deux points fondamentaux. C'est la première, on ne fera que des NFT qui sont metaverse ready, c'est-à-dire qui sont intégrables dans un metaverse et du coup qui sont en 3D. D'autre part, on se focalise aussi sur des NFT qui ont un impact dans le monde physique. On ne défend pas l'idée de Ready Player One où tout le monde finira dans un métaverse derrière son bureau, dans sa petite chambre. Nous, on pense que l'homme, il est fait pour vivre dans le monde réel et vivre des émotions réelles. Et du coup, on va se focaliser sur des NFT qui sont soit digitales dans un premier temps, et du coup, la vente de la production de NFT permet la fabrication. Il faut savoir que que ce soit les designers, que ce soit les architectes, que ce soit les artistes, il y a souvent une phase, donc déjà même avant même l'avènement des métaverses, c'est dans l'esprit, c'est dans la pensée, c'est dans la tête du créateur que se crée l'œuvre avant qu'elle se crée dans le monde physique. Sauf que la problématique, c'est que les créateurs manquent souvent de financement pour faire de leurs rêves une réalité. Et du coup, le métaverse et les NFT sont une solution salvatrice. Et du coup, d'une part, on va permettre de financer, grâce à une prod de NFT, des projets physiques. Et d'autre part, quand il n'y a pas forcément une matérialisation de l'œuvre digitale, il y a un impact soit événementiel, soit de développement, par exemple, de technologie dans le monde physique. Voilà. Ça, c'est... Génial. Génial, mais on voit que la démarche est complète, hyper poussée. Franchement, c'est vraiment un projet passionnant. Peut-être messieurs, que donc moi il y a deux choses que je recommande à nos auditeurs, c'est vraiment d'aller sur le site pour voir les visuels, pour voir la danse, pour se faire une idée, parce que comme ça, juste en audio, c'est difficile. Et ensuite, vraiment pour aller au bout, enfin, moi j'ai minté le NFT, j'en suis hyper content, j'ai hâte de l'exposer en 3D et de le faire imprimer. Et donc vraiment pour aller sur le drop, les gars, donc comment procéder pour ce drop? On a parlé du prix tout à l'heure. Donc, la blockchain Tezos, donc transférer du Tezos, 222 Tezos, et les dates? Alors, tout à fait. Donc, le drop officiel, le mint, a commencé dimanche après-midi. Donc, il y a eu une première phase de vente privée, justement pour tous les whitelistés, leur donner la possibilité de choisir, pré-réserver leur frame, etc. Là, on est passé donc dans la seconde phase. Donc,
la vente publique. Donc il en reste, alors j'ai pas regardé les stats, mais il en reste une quarantaine, me semble-t-il, à minter. Donc important de préciser, ce premier drop est spécial pour nous. On ne met qu'une partie de la supply, hein, qui va être en fait droppée de manière itérative dans le temps. À chaque arrivée de nouvelles features ou de nouveaux momentum, de nouveaux grands moments dans le projet. Donc là, pour le lancement donc comme Jacques le disait très bien, de la prod en blanc, la fameuse production officielle blanche 3D, on a mis symboliquement la première frame de chaque seconde des 100 secondes de danse. Donc on peut voir ça un peu comme un drop historique de la collection. Voilà. Donc pour ce drop-là, il est possible de choisir sa frame. Donc c'est un peu la base de premier arrivé, premier servi sur la base de ce qui reste. À l'avenir, sur les drops futurs, l'intérêt de l'expérience, c'est pas de mettre en fait, c'est d'allouer aléatoirement en fait une frame. Donc il y aura un système de reveal où on mintera et on découvrira la frame qu'on obtiendra. Bon, pour le premier drop, on peut la choisir. Donc l'expérience, il faut aller sur alors le site de l'expérience digitale. Tu l'as très bien mentionné, Nico. C'est le site officiel Between Lines, donc betweennines.com. Et je pense qu'on pourra mettre les liens. Donc là, c'est l'exploration de l'exposition Between Lines dans sa première version. Tout comme le projet, le site va être évolutif. Il va passer bientôt en 3D. Donc ça sera tout GLB, interactif. Donc là, c'est les rendus 2D, de la prod en blanc. Il y aura les nouveaux spécimens qui vont arriver les uns après les autres. Donc les deux suivants, ce sont ceux qui sont déjà présentés et imprimables en physique, céramique et acrylique. Le site va être enrichi. Voilà, donc ça c'est le site de l'exposition. Moi, ce que j'aimerais ajouter, parce que c'est aussi très important et j'aimerais le préciser de cette manière-là, c'est que ce qui est assez passionnant à la fois pour les collectionneurs et à la fois pour la core team des créateurs, c'est que c'est un projet qui est évolutif et qui se veut évolutif. C'est-à-dire que là, on le release, on l'a release là, ce week-end dans une forme déjà très aboutie, dans le sens où il y a 3 spécimens, on a tout le réseau pour le fabriquer, la prod sur le site est live, mais le projet va vivre pendant plusieurs années, dans le sens où des nouvelles créations et des nouvelles surprises vont arriver. Et nous-mêmes, étant dans vraiment le noyau dur du projet, on ne sait pas exactement ce qui va arriver, mais on sait qu'il y aura des surprises. Et ça sera des surprises aussi pour nous. Et donc ça, c'est assez excitant parce que finalement, on est dans la dynamique de faire vraiment vivre ce projet. Donc c'est pas seulement une sculpture évolutive, c'est le projet dans sa globalité qui est évolutif. Les manières d'en faire l'expérience, ouais. Et donc le Mint en lui-même se passe sur notre plateforme Arthos. Donc on enverra le lien aussi, j'imagine. Et donc voilà, page de la collection Between Lines. On est passé en public sale pour les derniers en jeu. Voilà, donc après il suffit de sélectionner sa frame, de l'explorer en 3D, de jouer avec la souris, de se projeter un peu. Il y a même sur les versions mobiles la réalité augmentée déjà pour projeter dans son appart. Ouais, exactement. Et on a eu pas mal, il y a une petite vague là de Minter qui ont fait un peu les marioles là, à le mettre sur leur balcon et compagnie. Concours photo, mais c'est sympa parce que ça propose un premier preview de ce que peut être la sculpture physique. Une fois qu'on la reçoit, voilà. Et je rajoute un dernier mini truc, un mini élément, c'est on a remarqué finalement que ce projet est un pont et bien évidemment un pont entre le digital et le physique dans sa nature, mais c'est aussi en fait un moyen de montrer aux early NFT adopters comment en fait un NFT peut d'une part être un NFT qui cède des droits, mais aussi un NFT qui vient se matérialiser. Bien sûr. Et ça montre aussi, de l'autre côté du pont, en fait, aux traditional art lovers, comment on peut faire développer une expérience digitale
autour d'une œuvre physique. C'est-à-dire que la personne, avant d'acheter son œuvre, avant de faire fabriquer son œuvre en impression 3D, elle va pouvoir en faire l'expérience en réalité augmentée. Elle va pouvoir recevoir des extensions de l'œuvre. Et du coup, on a en fait au milieu du pont ces deux communautés complètement différentes qui viennent se rencontrer et traverser dans deux sens différents ce pont du digital vers le physique. Génial. Et d'un point de vue philosophique, au-delà même de l'œuvre, en fait, notre rêve, c'est que dans 1 an, 2 ans, des créateurs viennent nous voir. Alors plutôt avec notre casquette les Arabs, donc plutôt incubateur aussi pour expérience artistique, 3D, Metaverse 3D, tout ça. Avec voilà, j'ai une prod, j'aimerais bien la scaler, l'adapter pour la rendre imprimable. Quels sont les specs, comment j'y arrive, sachant que c'est possible. C'est voilà, diversifier les cas d'usage parce on est persuadé que l'adoption massive ne viendra pas ou sera limitée en termes de voilà, conviction, d'arguments, pourquoi la blockchain, mais viendra de use case total. Moi, personnellement, je suis un ancien dans une autre vie, j'étais consultant, et je sais que le bon use case, l'exemple pratique, est le meilleur prêcheur de quoi que ce soit. Et on le voit d'ailleurs voilà, avec Between Lines, quand on montre, on voit comment le NFT, et c'est là moi où j'aimerais insister, c'est comment le NFT, comme un médium et non comme une finalité, on parle d'art NFT, moi ça me donne des boutons quand j'entends ça, ça me fait bondir. Mais comment là, en l'occurrence, le NFT a été une manière déjà, une condition initiale pour le rendre possible, et est un vecteur vraiment d'explosion de l'expérience et de créer justement toute cette économie qu'on veut. Voilà, ce modèle, le NFT là, c'est un modèle d'investissement en 3 temps. Donc le premier investissement qu'il a fallu faire en amont, coporté par les partenaires imprimeurs 3D technologiques, parce qu'on les considère vraiment comme des partenaires, hein, c'est une démarche vraiment collaborative pour aboutir à 3 premières matières qui nous donnent en fait voilà, le MVP, la démonstration. Au-delà du proof of concept, c'est possible et on sait comment faire pour faire plus, les nouvelles expériences. Le financement par déjà le drop et donc des prochaines matières, donc ça c'est la communauté, et le réinvestissement en bout de chaîne, où il faut aller sur la page, on va pas s'atermoyer là-dessus, j'imagine là, on va vous endormir sinon, mais sur sur le site internet, il y a voilà tout le texte la promesse du projet, toutes les promesses qu'on fait, voilà, à la fin du projet, réinvestir vraiment, le réinvestissement a posteriori dans cette industrie dont on croit, dont on est sûr qu'elle sera vraiment porteuse pour les artistes et pour vraiment continuer à faire des ponts avec le physique. On est persuadé que le digital et le physique se répondent dans certains cas, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour tout le monde. Sûr. Génial, génial les gars. Écoutez, moi je suis vraiment fan du projet. Je trouve que c'est un projet qui mérite de s'y intéresser, qui repousse les limites de ce qui a été fait au niveau NFT, de ce qu'on a vu. Et là-dessus, c'est super intéressant. On voit que c'est quelque chose qui a été pensé pendant longtemps aussi. Je pense qu'il y a pas mal de projets qui s'en inspireront. Donc, je vous encourage vraiment, en tout cas, à aller faire un tour sur le site et à minter votre Between Lines. Voilà. Un grand merci, Nico. Merci à tous les deux pour cette infiniment. présentation. Un grand merci, Normandie. Merci à tout le monde. Et voilà. Et c'était un plaisir de vous avoir. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Allez, salut. Au revoir. Très bientôt. Bye bye.